là, on a de la place. On est bien Oui, on n'a que 5 places. Hein. que 5. Et vous avez retenu déjà? Moi j'ai réservé, oui. Réservé, d'accord. Okay. J'en ai eu 5 ce matin qui n'ont pas encore été. Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le pèlerin a plusieurs obsessions. Prendre soin de ses pieds et du poids de son sac à dos, bien s'hydrater et bien manger, et enfin et surtout, bien dormir pour pouvoir reprendre la route le lendemain matin après une bonne nuit réparatrice. Sur le Camino, la nuit a quelque chose de magique. La nuit, c'est ce moment où l'âme et le corps se reposent, où l'esprit et le cœur s'ouvrent à soi, à l'autre, à Dieu, au soleil qui se couche, aux étoiles qui commencent à scintiller. Je suis allé au Puy-en-Velay, à Conques et à Santiago de Compostela pour demander aux pèlerins de me raconter leur nuit. Oui, vous êtes la première. Je suis Gilles Donada, journaliste à La Croix. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui vivent la marche comme une aventure spirituelle. Vous choisissez votre lit. On est dans les feuilles, bien sûr. Ah zut. Vous savez, la faire descendre. Comment est-ce que vous avez vécu les nuits, là, ces 10 nuits Avec plus ou moins de bonheur, Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? avec plus ou moins de ronfleurs. Non, mais on a pu être gêné dans certains lieux d'accueil où on était en dortoir assez collectif. Même si on était 4 dans la piole, il suffit qu'il y ait un ronfleur intempestif pour que ça gâche ta nuit quand même. Et quand il y a un ronfleur, au lieu de dormir 5-6 heures, j'en dors que 2 ou 3. Quoi. Donc ça a un petit peu un impact sur ma condition, pas sur mon humeur, je ne pense pas. Non, c'est vrai. Le lendemain. Mais oui, mais ça c'est anecdotique, c'est arrivé 1 ou 2 nuits sur 11. La qualité de sommeil, petit à petit, peut augmenter alors que la literie diminue. La qualité était pas mal quand même sur l'ensemble. On n'a pas à se plaindre, oui. Dans la journée, on peut dormir, Oui, pour on peu se que la fait une météo petite soit bonne. sieste. On peut se rattraper par un peu de sommeil dans les bois, à l'ombre. C'est ce que vous avez fait Voilà, oui, Oui. bien sûr. Et il faut gérer, donc effectivement, pour ne pas être de mauvaise humeur, ne pas se gâcher la vie, autant le poids de son sac que la qualité des heures de récupération, si on ne parle pas de sommeil. Après la nuit, ça inspire, mais la nuit sur Compostelle, moi je dors quand même. Je dors super bien. Tu dors bien parce que je suis fatigué, puis c'est une bonne fatigue, quoi. Et c'est quoi une mauvaise fatigue pour toi? Une mauvaise fatigue, on le sait tous un peu ce que c'est. C'est une fatigue, une journée éreintante, on n'arrive pas à refaire descendre la pression. Donc la pulpe, pour faire descendre la pulpe après une journée de boulot. Parce que moi, mon horloge, elle a fait 3 tours quand même. J'ai fait de la livraison de nuit, je conduisais des camions à 2h15 du matin. Et tu te couches à quelle heure quand t'es... 9h30, je suis au lit. 10h. Et le lever, c'est à quelle heure 6h30, 7h. Et ça, tu te réveilles naturellement Naturellement. Ouais, ça recadre. Le soir, après la douche, le lavage des vêtements à la main et un bon dîner, on se laisse porter par l'air doux du soir. À Conques, Geoffroy, un frère dominicain de passage, offre un cadeau inattendu à ceux qui ne sont pas encore montés se coucher. En fait, quand je suis allé à Thésée en 2003, j'ai appris, parce qu'ils le chantent là-bas, j'ai appris un chant à Marie, à la Vierge Marie, en slavon. Donc, si vous voulez, le slavon, c'est la langue mère des langues slaves. C'est un peu leur latin. Donc, quand les orthodoxes russes célèbrent leur liturgie, ils ne la célèbrent souvent pas en russe, mais en slavon. Et depuis le mois de février 2022, donc depuis le début des hostilités entre la Russie et l'Ukraine, mais j'essaie de le prier tous les jours en demandant à Notre-Dame d'accorder la paix au peuple de l'Europe de l'Est. Et Brigitte, ici présente, est tombée amoureuse de ce chant, je crois. Oui. On peut dire ça comme ça. Et donc, comme c'est sa dernière soirée ici, je vais vous le chanter. Bogorodice Dievo raduisia, blagodatnaya Marię, Gospodź
z Tobою, błogosławiona Ty wzięta i błogosławien plod czriewa Twojego, jako spasa rodziła Jesi dusz naszych. Tous les pèlerins ne se retrouvent pas au gîte le soir. Certains préfèrent dormir dehors, sous la tente, ou à la belle étoile. Moi, ce qui m'a le plus marqué, je pense que c'est le coucher de soleil. En fait, on était dans un champ avec de l'herbe et derrière, il y avait un champ de blé qui donnait vraiment sur une grande plaine avec un coucher de soleil vraiment magnifique, une lumière orange. C'était vraiment très très beau. Je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué, le coucher de soleil. Et moi, je dirais, c'est aussi le calme le soir, avec entendre parfois des petits bruits d'animaux très légers, etc. C'est vraiment l'impression d'être dans la nature même. Nous, on était un peu dans un petit cocon qui est la tente, et on voyait, on entendait autour de nous les petits bruits de la nature. Et en fait, pour s'endormir, etc., c'était vraiment très agréable, même si la nuit n'était pas de tout confort, n'était pas extrêmement longue. C'était extrêmement appréciable d'entendre aussi les oiseaux pour se réveiller ce matin, le matin, des bruits très calmes, etc. Et c'était en fait assez reposant, malgré le fait qu'il y ait eu peu d'heures de sommeil. Les nuits les plus marquantes pour moi, ça reste quand même en Espagne, parce que à la fin de la France, quand je disais lâcher les peurs, on a lâché la tente. Renvoyer la tente, pas besoin de tente en Espagne. En fait, on s'est dit, moi je me suis dit que soit je dormirais à la Belle Étoile, soit je dormirais en gîte. Et ça a été une vraie expérience, parce que être vraiment dehors, sous les étoiles, moi j'ai des lunettes donc je vois rien, donc la nuit je me lève, je les remets et tout. Mais ouais, c'est hyper chouette, il y a un vrai sentiment de liberté, quoi. C'est surtout les nuits étoilées, moi, qui m'ont vachement marqué. Et puis les nuits étoilées, mais il y a eu des nuits sous la flotte, il y a eu des nuits dans le froid, il y a eu des nuits avec des chiens, il y a des nuits galères aussi. Hein. Ça fait partie du chemin, c'est pas hyper reposant, hein, le bivouac, mais ça devient addictif, en fait. Parce que c'est cet esprit de liberté, cette autonomie totale. Le bivouac, on en a une image très fantaisiste, hyper nature, trop beau et tout. Et sur Saint-Jacques, en fait, c'est pas un chemin de pleine nature. Enfin, moi, j'ai fait d'autres bivouacs dans d'autres randonnées. Sur Saint-Jacques, t'es dans les villages, t'es sur un chemin où il y a du monde. Tu peux pas faire beaucoup de bivouac en pleine nature. Le bivouac, parfois, c'est sur des porches d'église au milieu de villages. C'est sur des terrains de pelote basque, c'est sur des parkings, c'est dans des porches. Mais c'est drôle parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu lâches aussi ça. Parce qu'au début, tu cherches le meilleur coin, le coin un peu caché. Moi, au début, je voulais me cacher, je voulais pas que les gens me voient dormir. Arrivé en Espagne, t'en as plus rien à faire, quoi. Tu te mets où tu veux, de toute manière, tout le monde est un peu dans la galère. Le fait de pas être seul aussi, c'est chouette. Mais oui, c'est varié, quoi. Oui, on a dormi sous un pont. Ah oui. Avec une route au-dessus, des lampadaires toute la nuit. À partir du moment où t'es au chaud, au sec et avec des amis. Les auberges, c'est super sympa pour rencontrer des gens. Mais en fait, à la fin de l'Espagne, j'avais plus forcément besoin de rencontrer des nouvelles personnes. C'était très agréable d'être dans la nature au calme, en fait. Je l'ai vite compris que j'avais besoin aussi du bivouac pour être seule à des moments où entourée de peu de monde, parce que c'est hyper intense les rencontres sur Saint-Jacques. Et quand on est tous les soirs en auberge, moi j'ai un capital social à la fin, c'est trop, quoi. Tu rencontres des nouvelles personnes, t'as quand même souvent les mêmes discussions, et ce qui est génial, mais t'as aussi envie d'approfondir certaines relations, et ça le bivouac il le permet parce que tu te retrouves souvent, et t'as pas ce truc de nouvelles personnes tous les jours, et t'as pas le bruit de toutes les personnes, les ronflements. Quand t'as le sommeil léger, c'est chaud. Je sais pas comment alors les gens y font. Qui aboie. Mais je crois que je préfère. Et ouais, c'est intense émotionnellement aussi dans les auberges, parce qu'il y a des temps de prière partagés, parce que tu dois être à l'heure pour le dîner, t'as des horaires de départ, de lever, de prière, de messe.
Et le bivouac, ça permet quand même de se dire, en fait, je fais ce que je veux. Et si j'ai envie de prier ce soir, je prie. Et si j'ai pas envie, pas le moment. Et voilà, et c'est quand même... et du coup, ça m'a permis, quand je suis allée en auberge, d'être beaucoup plus disponible pour les gens. Et voilà, et le chemin, c'est pas évident tout le temps. Il y a des moments où on a besoin d'être seul. Et... Moi, j'admire les gens qui le font en auberge pendant 2 mois. Je trouve ça fou. À la nuit tombante, on fait aussi des rencontres prodigieuses. Sur le parvis de l'abbatiale de Conques, j'ai remarqué Vincenzo, qui jouait de la guitare. Ce professeur en Seine-Saint-Denis a commencé le chemin en 2022. Depuis, il ne l'a plus quitté. Danzano le ombre nei vicoli di pietra scura, lisci come la notte nella pioggia che non fa paura. Je me suis assis à côté de lui et on a commencé à bavarder. Il m'a parlé de lui, de ce que le chemin lui a appris, du sens de la vie. Ça, c'est la magie du chemin. Winston sembra strano, ha la faccia preoccupata, forse ha messo il naso nella terra sbagliata. È un mistico del nord, consola un disperato che cerca di smaltire il suo ultimo peccato e canta una campana per riscaldare i cuori. Non pas toutes les paroles, mais en fait, j'ai essayé de faire un tableau avec les mots. E bacia la fortuna una mano affaticata. J'ai retenu des petites photos que j'avais fait avec les yeux et j'ai mis dans la chanson des personnages que j'ai rencontrés et qui m'ont frappé, chacun à sa façon. Il y avait 2 gars un peu perdus qui venaient de Stockholm. Et je me suis imaginé l'un qui cherche une pierre à offrir et l'autre qui n'a rien à faire et pense à la mer, par exemple. Un mystique du Nord qui essaie de prendre soin d'un désespéré, qui est là pour se libérer de son dernier péché. Après, je dis que Jésus, finalement, il s'est fait vivant dans le ventre des gens, dans le sac à dos des soldats et même chez les gens qui croient à rien. Du coup, c'est un message d'espoir, finalement. Le chemin, ça va te donner les moyens pour être après équipé dans la vie réelle, entre guillemets. C'est une école pour avoir après les moyens spirituels pour vivre une vie saine. Mais ça ne veut pas dire qu'après le chemin, on devient tout chaman et la vie va être facile. Pas du tout. Mais on va construire, on va bâtir une solidité spirituelle que ça te permet d'affronter même les situations mauvaises que la vie nous présente. Et d'ailleurs, le chemin, c'est comme ça. Il y a des étapes très belles qui nous donnent joie à le faire et il y a des étapes très mauvaises. Mais on ne va pas prendre le bus parce que c'est une métaphore de la vie. Et quand on a une mauvaise journée dans la vie, on ne peut pas prendre le bus et dire « Ok, on va arriver à 10 heures pour se coucher ». Je crois que le secret, c'est de se concentrer sur la respiration pendant qu'on marche. Et si on se concentre sur le rythme de la respiration, on arrive à vivre hic et nunc, disait le latin. Ça veut dire ici et maintenant. C'est ça. Il faut penser aux kilomètres qu'on est en train de faire, pas Saint-Jacques. Saint-Jacques, c'est loin. Il faut penser à ce kilomètre, à les petits kilomètres qu'au fur et à mesure tu fais. Et c'est ça, vivre en présence. Je pense que si tu arrives à te concentrer sur la respiration, tu arrives à être présent. C'est comme si quelqu'un, et quand j'étais petit, j'avais la sensation que j'étais dans un vidéojeu et que quelqu'un jouait avec mon personnage. Tu vois, je n'étais pas vraiment présent. Et une des leçons que j'ai appris, que je suis en train d'apprendre parce que je suis loin d'avoir appris, c'est la présence, être présent, conscient à toi-même, vivre le moment, vivre là, je suis là avec toi là, et je te raconte mon expérience. Ça n'existe pas le bon choix et le mauvais choix. C'est une expérience qui va t'enrichir. La question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que ça me fait du bien? C'est complètement différent, tu vois la nuance. Parce que mauvais et bien, ça n'existe pas, on est dans le dualisme. Dans ce cas-là, je n'ai pas dit
Est-ce que c'est un bon choix si je m'arrête? Non. Est-ce que ça me fait du bien? Oui. Et je vais prendre l'expérience que ça me donne ce choix. Mais si j'aurais continué à marcher, ça serait peut-être pas mauvais. J'aurais appris des autres trucs, peut-être avec des leçons très sévères, mais j'aurais appris des trucs. Du coup, ça n'existe pas le mal ou le bien, ça existe l'expérience. Et nous, on sort gagnant quand même. Et moi, oui, après, c'est facile de le dire. C'est très difficile de l'appliquer. Parce qu'on est des pêcheurs, on est humains, on a nos faiblesses, on est là pour apprendre. On fait un voyage où il faut apprendre le plus possible. Et je pense qu'il faudrait mettre au centre de notre vie notre partie féminin, qui ça veut dire pas femme, ça veut dire animique, l'âme. Nous voici arrivés au terme du 9e épisode de notre série La Marche, une aventure spirituelle. S'il vous a intéressé, s'il vous a mis en route, n'hésitez pas à le partager et à laisser une étoile, un avis ou un cœur. Les podcasts Croire sont à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.